monsieur, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous sportif dominical. Sport Week-end, un programme chargé. Vous allez le voir, nous parlerons football. Le PSG affronte Marseille. Est-ce toujours une affiche? La réponse dans cette émission également. Les tops et les flops de notre expert Mickaël Madar. Le dossier du jour, c'est la FIFA qui vient officiellement d'autoriser le voile dans le football. Et puis du tennis, de la NBA. Bref, une émission haute en couleurs. Alors restez avec nous. Avec moi sur ce plateau, Sarah Koskevic, Elinor Lalo. Et vous, Rudy Saada. Bonjour, bienvenue à tous. Allez, tout de suite, on passe au football. Ce week-end, grand événement sportif en Israël, le marathon international de Tel Aviv, impossible de circuler. Donc, la ville a été complètement bloquée pour cette grande fête aux couleurs internationales. C'est une compétition phare ici en Israël. 40 000 coureurs se sont donné rendez-vous pour participer aux divers événements sportifs de la journée, comme le semi-marathon, bien la course, handisport. Jonathan Salam, Patsit Dunker étaient sur place, l'occasion pour eux de partir à la rencontre d'athlètes venus des 4 coins du monde. Regardez. 42 km 195, c'est la distance parcourue vendredi matin à Tel Aviv par plus de 2500 marathoniens venus du monde entier. Pour cet événement international, ce ne sont pas moins de 1500 marathoniens qui sont venus spécialement d'Australie, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe pour tenter de dépasser leurs propres limites. C'est d'ailleurs le cas de Serge Slama, un Français venu tout droit de Reims pour participer à son 7e marathon international. J'ai couru ce qu'on appelle les 5 majors, c'est-à-dire New York, Boston, Chicago, Londres, Berlin, Tokyo également. Peut-être l'une des personnalités les plus intéressantes de ce marathon était Dins Vekans, un jeune homme venu tout droit de Lituanie. Pour lui, Tel Aviv n'est qu'une étape. Il compte courir 7 marathons sur les 7 continents en un an seulement. C'est mon 2e marathon. J'ai déjà couru Marrakech cette année. L'organisation est vraiment bonne. J'espère battre mon record pour mon premier passage en Israël. Je suis certainement le seul ici venu des pays baltiques. Je veux être le premier. Il est 6h30 du matin, il fait 15 degrés. Ron Hulday, le maire de Tel Aviv, est là. Il salue les athlètes et est heureux de la vitrine internationale qu'il a mise en place pour sa ville. Il s'apprête à donner le coup d'envoi. Si je vais courir, mais ça y est, j'ai fini de courir. Je ne fais plus que marcher. C'est un beau jour. Beaucoup de gens viennent du monde entier pour ce marathon. C'est fabuleux. Au premier plan, les athlètes de l'équipe nationale d'Israël. Derrière eux, on retrouve toutes les nationalités, tous les âges, même cette mamie de 83 ans qui courra les 21 km du semi-marathon sans s'arrêter. Et alors que le soleil se lève, que la chaleur monte, les athlètes traversent la ville qui ne dort jamais à toute allure. Et si les sportifs handisport arrivent avec leur tricycle en moins de 2 heures sur la ligne d'arrivée, il ne faudra que 2h14 pour que le premier marathonien, un Kényan qui était en Israël pour la première fois de sa vie, gagne la course et écrase le précédent record. En fait, les 3 premiers de cette course, Ezekiel Koch, Emmanuel Keter et Kimel Limo, sont du Kenya. Impressionnant quand on sait que le Kenya n'avait envoyé que 3 athlètes masculins. Ce marathon, c'est mon record, mais ce n'est pas facile. Ce marathon était difficile, mais le ciel était parfait. Je me sens bien. La seule athlète kenyane féminine envoyée par le pays est arrivée également première. Les 4e et 5e sont des Éthiopiens et le 6e est d'Érythrée. Il vit en Israël illégalement et c'est seulement 24 heures avant la course qu'il a appris l'existence de ce marathon. Cela fait 3 ans que je suis ici. J'ai appris l'hébreu à l'école. Merci mon Dieu. C'est un jour important. Je veux tout le temps courir. Alors quand j'ai appris hier qu'il y avait le marathon, j'ai pris un jour de congé. J'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de courir. Pour lui, comme pour de très nombreux coureurs, rendez-vous est pris. Ils seront là lors du marathon de Tel Aviv le 28 février 2015 et peut-être même pour celui de Jérusalem, plus difficile encore avec son dénivelé, le 21 mars prochain. Alors Serge Slama, le coureur français du début du reportage, a terminé la course en 3h50. Quant à Dins Vekans, il a battu son propre record et a terminé le marathon à la 65e place. Bravo à eux deux. Je vous avais promis du football, eh bien c'est tout de suite. Football à présent et nous rejoignons par Skype notre spécialiste Mickaël Madar. Mickaël, bienvenue. Bonsoir. Alors c'est l'heure des tops et des flops de la semaine. On commence par les bonnes nouvelles. La Liga d'abord. Le derby de Madrid s'est soldé par un match nul. Un résultat qui n'arrange décidément personne. Oui, c'est vrai qu'on a pu assister à un derby madrilène qui a tenu toutes ses promesses. Ça s'est terminé sur un score de 2-2. Mais bon, c'est assez logique et c'est équitable pour ce match-ci.
Mais je pense que Real Madrid a perdu des points pour le titre. Ouais. Alors Manchester City qui remporte le premier titre de la saison, une bonne nouvelle qui pourrait inspirer avant le match retour en Ligue des Champions contre le Barça. C'est vrai que pour Manchester City, c'est un premier titre pour cette année, surtout qu'ils sont quand même engagés dans pas mal de compétitions. Maintenant, le prochain match en Ligue des Champions contre Barcelone est un peu compromis. Ça va être difficile de passer le prochain tour, mais bon, il reste quand même le championnat et la Cup. Alors on va passer à la Ligue 1, Mickaël Madar, championnat français, 27e journée, Saint-Etienne crée la surprise et bat Monaco, 2-0, un très beau match. Très très beau match, très bon résultat pour Saint-Etienne qui se positionne à la 3e place dans notre championnat de France. Bon, c'est pas nouveau. Saint-Etienne est quand même une équipe qui a réussi à tenir en échec le Paris Saint-Germain, qui a battu Lille chez lui, qui bat Monaco hier. Le seul inconvénient pour Saint-Etienne cette année, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur marque contre des équipes qui sont supposées être moins bien classées qu'eux. Alors en Première Ligue, Arsenal perd à Stoke City, Liverpool passe donc devant et Chelsea s'envole au classement. Incroyable ce qui se passe en Première Ligue. Oui, c'est vrai que c'est une grosse surprise Arsenal qui perd à Stoke City. Mais bon, lorsqu'on prétend à être champion d'Angleterre, je trouve que ce faux pas est pas bienvenu pour Arsenal. Mais en même temps, rien ne m'étonne puisque le championnat d'Angleterre est ainsi fait et tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est ce qui fait le charme du championnat anglais à l'heure actuelle, oui. Alors Mickaël, si on partait ensemble en Allemagne avec la Bundesliga, un championnat qui annonçait un plein de renouveau et pourtant le Bayern de Munich qui écrase tout sur son passage avec 20 points d'avance sur le second. Oui, un championnat allemand qui est bon, il y a pas mal de temps qu'il est joué. On se retrouve avec deux supposés challengers, Dortmund et Leverkusen, qui sont complètement dépassés. Bon, c'est vrai qu'on parle du championnat allemand comme un championnat qui est quand même très bon parce qu'on a vu quand même deux équipes en finale de Champions League l'année dernière. Mais c'est vrai aussi qu'il est attractif, mais on s'aperçoit que bon, à part le Bayern de Munich, il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Enfin, grosse affiche, Mickaël, le classico français, PSG-OM, un match que tout le monde attendait dans les années 90-2000, rappelez-vous. Et maintenant, ce n'est plus la rencontre de l'année. Le PSG est beaucoup, beaucoup trop fort. L'argent est-il en train de tuer le suspense, Mickaël ? C'est vrai que c'est un classico très déséquilibré parce qu'on a une équipe de Marseille qui est 5e au classement. C'est vrai qu'on ne vivra pas les classicos d'antan d'il y a quelques années en arrière, mais je pense qu'on va quand même assister à une belle rencontre ce soir, même si pour moi je pronostiquerais une victoire pour le Paris Saint-Germain. J'en étais sûre, on l'a dit ensemble. Merci à vous Mickaël Madar et à bientôt sur i24 News. Alors Rudy Sada, le PSG Marseille, est-ce que c'est un match qui déchaîne toujours les passions ? Il semble quand même avoir perdu un peu de sa superbe. 18 points d'écart séparent les deux équipes qui vivent dans deux dimensions différentes aujourd'hui. Alors le journal Le Monde parlait même ce matin de la fin des classicos et que les futurs classicos en fait seraient les PSG Bayern ou PSG Barça. Absolument. Alors même son de cloche sur le net, on se souvient du côté supporters parisiens du match aller. Et car au match aller, Océane nous fait remarquer que l'OM n'avait pas réussi à 10 contre 11 à battre le PSG et à domicile qui plus est. Et puis cette stat impressionnante rappelée par le tweetos Don Diego de la Vega qui nous dit le trio Ibra, Lavezzi, Cavani a marqué plus de buts que l'OM tout entier en 26 journées de Ligue 1. Et c'est vrai que si on regarde les stats, Ibra a mis 22 buts, Lavezzi 5 et Cavani 15, soit 42 et l'OM n'a à son compteur que 38 buts. Alors côté Marseille, on veut quand même y croire et c'est même un ancien de l'OM qui sonne un petit peu la révolte, c'est Habib Beye, l'ex-défenseur de l'OM, et il dit on entend partout que l'OM n'a rien à perdre contre le PSG, pourtant il parle de fierté, il parle d'honneur et puis il parle surtout de podium parce que c'est aussi un enjeu pour l'OM. Et puis pour finir, ce clin d'œil à la photo qui avait fait le buzz, vous vous souvenez, on voyait involontairement Benyamin Netanyahou faire une moustache à Angela Merkel. Et bien vous allez voir la version PSG-OM si elle arrive avec, on la voit pas, avec en guest star Mathieu Valbuena et Ibra, on l'a pas, mais on l'a déjà vu, non, elle vient de passer. Merci beaucoup. En tout cas, on a l'impression que les deux équipes ne jouent pas dans la même division. Merci beaucoup Rudy, on passe tout de suite au basket.
Allez, le basket avec un record ce week-end dans la mythique enceinte du Madison Square Garden. Sarah Koskiewicz, que s'est-il passé? Alors, le match qui opposait les Golden State aux Knicks sur leur parquet vendredi soir a été sans appel. Stephen Curry, qui est le meneur du Golden State, a véritablement écrasé, j'ai envie de vous dire même humilié les New-Yorkais. En moins de 3 quarts temps, 30 minutes exactement, il a enregistré son troisième triple-double de la saison. La faute également un petit peu aux Knicks qui ont été très peu combatifs et qui ont besoin vraiment maintenant d'une victoire pour accéder aux playoffs. Mais surtout, là où on parle de record, Valérie, c'est que Stephen Curry était auteur l'année dernière de 54 points au Madison Square Garden. Et c'est seulement le second joueur, juste après LeBron James, à réaliser un triple-double et plus de 50 points au Madison Square Garden. Alors d'un record, on passe tout de suite à un hommage. Allen Iverson a été honoré par les Philadelphia Sixers cette nuit. Oui, ils sont légendaires. Oui, un bel hommage. Il nous a annoncé en début de saison qu'il se retirait, qu'il partait à la retraite. Et d'ailleurs, hier soir, donc au match qui opposait les Philadelphia Sixers aux Washington Wizards, son numéro 3, le légendaire numéro 3 d'Allen Iverson, a été retiré pour rejoindre le plafond du Wells Fargo Center. Il aura passé 14 ans à NBA, Allen Iverson, et en 2001, on se rappelle que c'est sa saison. Il a un titre MVP en playoff et en saison. Il amène son équipe en finale NBA. Et juste pour le chiffre un petit peu fou de sa carrière, je vais vous donner le chiffre de 24 368. C'est le nombre de points qu'il a effectué sur l'ensemble de sa carrière, dont 12 ans à Philadelphie. Aujourd'hui, âgé de 38 ans, Allen Iverson est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA et on est très content de cet hommage. Merci beaucoup Sarah. On passe tout de suite au dossier de la semaine. La FIFA a officiellement intégré dans les règles du football la possibilité de porter le voile ou le turban lors des rencontres officielles. Pour les instances dirigeantes du ballon rond, c'est l'aspect sportif qui a primé sur le débat autour du symbole religieux. Alors, Elinor Lalo, racontez-nous. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, ce couvre-chef autorisé dans le football, on en parle beaucoup depuis hier, mais figurez-vous que cette mesure, elle avait été prise en juillet 2012. La FIFA avait exigé une période d'essai après, elle a duré 20 mois. Hier, ils ont jugé cette période d'essai concluante. Les réactions sont mitigées. Regardez ces images. Le voile est levé après une demande de plusieurs pays musulmans. C'est désormais officiellement intégré dans les règles du jeu. Les footballeurs pourront jouer la tête couverte. Voile pour les femmes, turban pour les hommes. La FIFA n'y voit plus aucun inconvénient. Nous ne pouvons faire de discrimination. Ce qui s'applique aux femmes peut s'appliquer aux hommes. Les footballeurs peuvent aussi porter dans les différentes compétitions un couvre-chef. Une tête couverte, mais pas à n'importe quel prix. Des consignes bien précises ont été fixées. Car la FIFA le promet, ce couvre-chef autorisé sur les terrains n'aura rien à voir avec le voile ou le turban de tous les jours. Il devra être collé à la tête, en accord avec la tenue du joueur, ne pas être rattaché à son maillot, ne pas constituer un danger pour celui qui le porte ou pour autrui, ne doit avoir aucune partie qui dépasse et aucune épingle à cheveux ne sera acceptée. La question du voile avait agité la planète du ballon rond ces dernières années. En 2011, l'Iran avait déjà porté plainte contre la FIFA après avoir été empêché de disputer un match de qualification aux Jeux Olympiques. Mais si l'autorisation d'avoir la tête couverte sur les terrains est valable pour le monde entier, cela ne veut pas dire qu'elle sera appliquée partout. Premier pays à réagir, la France, où le débat sur le voile fait rage depuis plusieurs années. La Fédération française de football est catégorique. Aucun joueur français n'aura la tête couverte dans les compétitions nationales et internationales au nom du principe de laïcité qui prévaut en France. Le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, se montre encore plus virulent. Pour lui, cette décision est une grave erreur qui menace la neutralité du droit des femmes et d'un football préservé des querelles religieuses et politiques. Alors, des nombreuses réactions sur Internet, on a l'impression que le principe d'universalité du football est malmené. A priori, toutes les joueuses et tous les joueurs sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes conditions de jeu. Eh bien, il semble que ça ne va plus être le cas, Rudy Saada. En tout cas, cette mesure anti-discrimination est perçue pour la grande majorité des internautes comme un retour en arrière, tout simplement. Dorimène, on va le voir, se demande à quand l'apparition de stades pour hommes et femmes séparément. Retour en arrière aussi avec ce tweet de Domi, pour qui, à ce rythme, on va aussi bientôt skier avec des skis en bois. Et alors, Osenberg, le tweetos, lui, souligne que
que dans le même temps, des associations se battent pour que les femmes puissent jouer sans voile, alors que la FIFA leur porte un coup fatal en autorisant le voile. Dans la même veine, mais en plus léger, Matt Gonne lui se demande si en partant du même principe, les Sadou, une tribu qui vit quasiment nue, auront le droit de jouer finalement tout nu. Et puis le tweetos Gaël Blanc, lui, réagit aux déclarations du président de la Ligue de football française, Frédéric Thiriez, qui s'est opposé au voile sur le terrain. Eh bien pour lui, les commentateurs sportifs sexistes sur le service public, ça passe, mais pas jouer au foot en portant le voile. Ça passe pas franchement, parce qu'ils ont été quand même très critiqués, ces commentateurs sportifs pendant les Jeux de Sochi. En tout cas, voilà, c'était un petit peu le contrepoids, mais généralement, les internautes parlent vraiment d'un retour en arrière et ne saluent pas forcément cette mesure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il va falloir faire quelque chose. En tous les cas, en France, Elinor Lalo, on ne portera pas le voile. On ne portera pas le voile, c'est sûr, la FFF le dit. Alors, est-ce que la FIFA va exiger que la FFF applique cette loi? Je ne sais pas. Merci beaucoup à vous tous. Allez, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil, pour de nouvelles aventures sportives. Restez évidemment avec nous, car l'info continue sur i24 News. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait.